Bonjour à tous. À l'occasion d'une exposition et d'une vente aux enchères exceptionnelle, Smartech rend hommage à Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. C'était en 1974. Nous aurons en invité spécial sa fille aujourd'hui. Ce sera notre sujet à la une. On parlera aussi des cryptos ou comment déclarer ses cryptos sur sa déclaration d'impôt. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à la capture de mouvement avec les grands progrès annoncés, de grandes promesses. C'est tout de suite dans Smartech. Je suis en compagnie de Fabien Fouissard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et EA Advisory au sein de la filiale française du groupe japonais Fujitsu. Vous pilotez les stratégies de positionnement ainsi que les initiatives en intelligence artificielle générative et le conseil en IA. Alors, à l'occasion, moi, d'un événement un peu exceptionnel, j'ai eu la chance de découvrir le Human Motion Analytics, donc une technologie qui est capable de capturer les mouvements en temps réel. J'avais envie de le partager avec tout le monde. Expliquez-nous ce qu'il a de spécifique, ce dispositif. Alors, c'est issu déjà de beaucoup d'années de recherche. Fujitsu, c'est un groupe de recherche. Il y a 32 000 brevets. On est une boîte d'ingénieurs et de conseils IT et avec beaucoup de services. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été engagé il y a très longtemps sur comment je peux capturer les mouvements humains et faire en sorte qu'ils soient évidemment le plus efficient possible pour différents types de use cases. Et le challenge qui avait été commencé avec Human Motion Analytics, la partie Hachime, aujourd'hui Kozushi au niveau du nom, ce que vous avez vu lors d'exposition. En fait, on a commencé avec la Fédération internationale de gymnastique. Dans un projet en fait de co-création, ils avaient un énorme enjeu qui était évidemment d'aider les juges à la notation. On sait que c'est sensible politiquement, parfois évidemment au niveau des JO, au niveau des championnats du monde, d'avoir des athlètes qui ne seraient pas forcément bien évalués. Ça va très vite et même pour l'œil humain, évidemment, c'est compliqué. Et en fait, il y a tout un dispositif entre 2005 et justement ces dernières années qui ont permis à Fujitsu et à cette fédération internationale de pouvoir finalement avoir une capture des écrans extrêmement précis. La technologie... Une capture des mouvements. Des mouvements, exactement. Et en fait, donc en 2D et en 3D 2D, 3D. Alors sur la partie 3D, justement, avec différents types de caméras, un petit peu comme dans le studio ici, où on est capable justement de voir des éléments de profondeur. On va non seulement vous détecter comme un humain, bon ça c'est ce que fait la computer vision et l'IA depuis un certain nombre d'années, mais on va également capable en fait de détecter des points, comment dire, qui vous concernent, et donc des mouvements. Parce que si j'ai ma main, j'ai mon avant-bras, etc., je suis capable de voir des mouvements, des vitesses, des angles. Bon, après c'est des mathématiques qui sont appliquées évidemment sur cette partie algorithmique, et ça permet de vérifier que tous les bons mouvements ont été faits. Et il y a énormément de cas d'usage au-delà de la partie notation. Et donc il n'y a pas de dispositif physique, pas de capteur à poser sur le corps. Et ça c'est un des énormes avantages. Évidemment, c'est le fait de pouvoir suivre, alors, ici évidemment la performance sportive, évidemment il y a d'autres cas d'application, il y a des gens, des startups notamment au Japon, qui utilisent notre solution pour, par exemple, le golf, pour vérifier que les mouvements sont corrects, pour le yoga, donc vraiment aussi des éléments quasiment de santé, évidemment pour l'industrie, pour d'autres choses. Mais clairement, en fait, cette technologie, elle permet d'avoir juste des caméras et de pouvoir vous filmer. Vous ne portez rien du tout sur vous et vous avez quand même des données qui sont extrêmement sensibles. Donc ça, c'est grâce au progrès en machine learning ? Machine learning, IA, il y a des brevets qui ont été déposés, je crois qu'il y en a 150 pour HMR, pour Human Motion Analytics. Donc c'est vraiment de l'entraînement, et pour pouvoir ensuite... Avec quel niveau de précision ? Parce que quand vous dites que ça peut servir par exemple à des notations en gymnastique, il faut être dans une précision très importante. Le niveau Qu'est-ce que vous nous donnez comme échelle ? Alors je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça en termes d'échelle, en termes de comparaison. En tout cas, la vitesse du mouvement, la capacité de mettre différents points, vous allez découper en plusieurs dizaines, 50, 70 points, etc. Donc c'est largement suffisant avec des caméras ensuite qui vont vous suivre pour pouvoir justement détecter de façon précise. Il y a quand même des segments où on n'est pas super articulé non plus. Il y a quand même à un moment donné des choses qui sont en mode segment. Mais avec des bonnes caméras, en effet, on est capable de vous resituer parfaitement ça. Donc pas de dispositif sur le corps. Non. En revanche, il faut équiper les salles. Et oui, mais en fait... Alors, combien de caméras ? Est-ce que c'est lourd ? Combien ça coûte aujourd'hui ? Alors, sur la partie, évidemment, du niveau de caméra, on va compter, 4-5. Ça va dépendre, évidemment, du type de sport, pour le coup. Donc, ça représente un coût un peu en edge computing, parce qu'on va déposer, évidemment, des éléments aussi de calcul en local pour que ça aille plus vite, même si, évidemment, la solution est disponible en mode cloud.
Et pour le coup, en fait, ça va être le prix des caméras, le prix de la solution, évidemment, qui sont à embarquer. Par contre, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, je vais vous partager, c'est que la technologie, évidemment, on sait très bien que ça, c'est un élément qui est non neutre et que tout le monde ne peut pas s'offrir forcément une installation de caméra. Je sais qu'il y avait des discussions avec des organisateurs sportifs de grands événements un peu décalés aux États-Unis, etc., qui sont en cours. Évidemment, c'est de l'argent, mais pour le coup, ils en ont. Mais en fait, les startups dont je vous parlais, sur la partie par exemple, tennis, sur la partie golf, sur la partie yoga, en fait, la partie algorithmique a été justement optimisée pour pouvoir être mise dans un téléphone. Donc en fait, vous pouvez utiliser notre solution, l'embarquer. Et justement, il y a tout un programme également de Fujitsu sur cette partie Human Motion Analytics avec des startups qui peuvent prendre notre technologie pour en faire des cas d'usage. Où là, justement, il n'y a pas la notion de caméra installée et tout. Super, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces innovations autour de la capture de mouvement. Donc on voit les progrès, c'est vraiment de la computer vision avec de l'IA capable de reconnaître très précisément les mouvements en temps réel. Ouais, on va plus loin que le fait de détecter un humain. On permet de détecter des comportements, et notamment dans le retail, vous savez, par exemple, de voir à un moment donné est-ce que l'intention, elle va, toute la partie évidemment d'analyse du mouvement et toute la partie non dit finalement corporelle, présente énormément de cas d'usage pour ce côté, entre guillemets, un peu marketing, communication, retail, mais également pour toute la partie industrielle, quand on est sur des éléments très sensibles d'un point de vue des mouvements, des gestes, etc., aussi pour toute la partie justement de protection des personnes, le fait de savoir que je fais vraiment le bon mouvement, c'est quelque chose qui est important. Merci beaucoup, Fabien Fouissard. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et conseil en IA chez Fujitsu France. Merci beaucoup. Merci. À l'occasion d'une exposition et d'une vente aux enchères exceptionnelle, Smartech célèbre le génie Roland Moreno et ça me fait vraiment très plaisir de vous recevoir, Marianne. Marianne, la fille de Roland Moreno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce talk un petit peu particulier puisque finalement ça va être un hommage à l'inventeur de la carte à puce. C'était en 1974. Pourquoi on en parle? Je disais, il y a un temps exceptionnel que vous nous avez préparé avec une exposition et une vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vente aux enchères? Tout d'abord, il y a eu une exposition, en fait, il y a eu une grosse acquisition par Beaubourg de nombreux prototypes de mon père. Et ensuite, il y a eu une exposition qui a duré 6 mois. Et après, ma famille et moi, on s'est répartis les objets qui n'avaient pas été acquis par Beaubourg. Et on a choisi d'en garder quelques-uns auxquels on tenait effectivement, et les autres, on les met aux enchères. D'accord. Et donc, on peut les découvrir du 13 au 23 mai? Oui. Avant la vente, qui aura lieu le samedi 24 mai à 14h. Alors, Roland Moreno, si on commence au portrait par sa naissance, en 1945, c'est un élève des lycées Montagnier et Condorcet à Paris. Il obtient un baccalauréat scientifique en 1964. Il est très très tôt passionné, captivé par l'électronique. Il se met à fabriquer tout un tas de petits objets. Alors moi, quand je le rencontre, il m'explique qu'au début, finalement, il grimait des objets qu'on trouve dans le commerce en essayant de les refabriquer lui-même jusqu'à sa première véritable invention. En tout cas, pour lui, il raconte ça comme un moment de déclic. La naissance de sa vocation, c'est en 1968 où il fabrique la Matapoff, la machine à tirer à pile ou face. Donc voilà. Alors on est loin de l'univers de la carte à puce. A priori, l'univers de Roland Moreno, il est fait de plein d'inventions qui partent de composants électroniques, de mécanos, de pièces de récupération pour inventer. Simplement le plaisir d'inventer. C'est un peu l'image que vous avez de votre papa aussi? Oui, complètement. Oui, le plaisir d'inventer. Il était passionné de musique. J'ai passé toute mon enfance dans un bain de musique. Il avait installé un système où il y avait des haut-parleurs dans chaque pièce de la maison. Il y avait un système de boutons et on pouvait enclencher les haut-parleurs. Et au début, c'était relié au disque vinyle, puis après au CD. Et donc voilà, j'ai entendu du Bach, des Beatles, de Gainsbourg, toute mon enfance très très fort. Même après, plus tard, quand on allait dans son bureau, le son était toujours très 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 fort, toujours la musique très fort. Et donc, une de ses premières inventions qu'il créait, c'était peut-être encore l'époque où, comme vous dites, il recrée des choses qui existaient encore, mais je ne sais même pas s'il y avait déjà des synthétiseurs dans les années 60, parce qu'il a fait un premier synthétiseur en 1968. Puis il a fait le radoteur, qui est sa machine à inventer des mots. C'est vraiment l'origine de l'IA. Au début des années 70, j'ai apporté un livre qui a été fait entièrement. En fait, c'est vraiment comme l'IA. C'est-à-dire qu'au départ, c'était
L'aide-mémoire du nouveau cordon bleu. En fait, on mettait des noms dans une machine et après, ça imprimait. On mettait des mots-clés, quoi. Et après, ça imprimait des nouveaux mots. Et ça lui a permis, pendant toute une période, avant que la carte à puce rapporte de l'argent avec les télécartes dans les années 80, donc pendant toutes les années 70, il faisait du naming. Et il créait des noms de médicaments, des noms de marques. Et voilà, ça, c'était le radoteur avec lequel il a fait ce livre de cuisine auto-publié. Alors, il invente tellement de choses, tellement d'objets qu'en 1972, il décide de créer une société, la société Innovatron, hein, dont la vocation est finalement de vendre toutes ces idées. Et puis, 2 ans plus tard, le 25 mars 1974, il dépose le premier brevet de la puce électronique de paiement. Donc, c'est une mémoire à microcircuit qui est intégrée, personnalisée, portative et qui, via un code, va garantir que les échanges d'informations sont sécurisés avec un terminal dédié. Roland Moreno dira « La carte à puce est ma première invention utile qui remplit une fonction souhaitable, sécuriser l'argent ». Moi, j'aimais beaucoup ça chez Roland Moreno parce qu'il avait une manière très simple, finalement, de présenter tout ce qui sortait de son cerveau, alors que la mise en œuvre semblait complexe et rendait tout ça très, très simple, un peu magique finalement. Bah, c'était sa passion, quoi. Il avait son fer à souder dans la main en permanence. Et oui, je pense que quand on est sincèrement passionné par ce qu'on fait, on en parle simplement. 45 brevets donc déposés au total pour protéger sa carte à puce. Alors on se dit Roland Moreno a été tout de suite dans un succès incroyable. Pas du tout, hein, ça a pris beaucoup de temps pour décoller, y compris la reconnaissance même de tout son travail. Alors il raconte à Mireille Dumas qu'il avait imaginé comme ça gagner beaucoup d'argent et que au bout de 6 mois finalement il s'était retrouvé plutôt à sec, carrément à sec. Voilà. Alors heureusement en 1980 c'est le groupe industriel Schlumberger qui met des billes dans Innovatron et là c'est vraiment le début de la success story. Votre vie elle a changé à ce moment-là? Pas du tout. Non? Non, on a vécu hyper simplement au boulevard de Strasbourg, gare de l'Est. Mes parents avaient aucun goût pour les signes extérieurs de richesse. C'est rien. Vous réalisiez qu'il était à l'origine d'une invention qui a quand même changé les usages. Parce qu'on parle de carte à puce, donc ça veut dire effectivement de la carte de paiement, mais aussi de toutes ces cartes aujourd'hui qu'on utilise pour la mobilité, par exemple, pour la santé. Vous aviez conscience de l'ampleur de cette invention ? La télécarte, oui, bien sûr. Je me suis mise à l'utiliser. Je suis passée des machines où on mettait de l'argent aux télécartes. Et puis les cartes de transport aussi. En tant qu'adolescente, parce que j'étais vraiment adolescente à ce moment-là, oui, je voyais bien que ça rendait un service. Alors en 1987, il crée une machine pour vous. Il me l'a présenté. Moi, j'avais tourné une interview avec lui en 2007. Et cette machine, elle déclenche un gros lot qui allume une lumière. Il me dit c'était pour son CM2, l'entrée en CM2. Oui, qu'est-ce que vous faisiez avec ça, Marianne? C'était pour le cours d'électronique de mon enseignante à l'époque. Il lui a fait un petit plateau où, quand on appuyait sur différents boutons, on voyait les réactions électroniques. Avec l'impulsion électronique de notre doigt, on pouvait enclencher de la lumière. Où on pouvait faire effectivement... Enfin, il y avait on va avoir une petite vidéo, on va regarder à quoi ça ressemble. Juste. Ça s'appelle Manip électrique pour le CM2 de Marianne, 1987. Pour le CM2 de votre fille. Voilà. Marianne. Et donc ça fait toc toc toc. Ça déclenche le gros lot et ça allume la lampe. Et ça le fait. Alors, ça vous a donné envie de vous mettre à l'électronique, Marianne? Non, pas du tout. Ça n'a pas pris. Pas de transfert de vocation. Alors, il y en a d'autres que ça a inspiré. On a Xavier Niel, par exemple, qui a déclaré il dit « J'ai réussi ma vie grâce à Roland Moreno ». Waouh, c'est énorme comme hommage. Oui. C'était une inspiration pour toute une génération parce qu'après l'électronique, il s'est passionné pour l'informatique, en particulier pour Apple quand même, il faut le dire, et le Macintosh, voilà. Il était vraiment fan de cette marque. Et pour Internet aussi. Et toutes ces trouvailles, tous ces sites Internet. Et il a commencé à toucher justement à la programmation, au codage. On n'appelait pas ça encore de l'intelligence artificielle, mais il a vraiment toujours été très en avance sur son temps, Roland Moreno.
Oui, non, effectivement. Après, mais il est passé aussi à l'informatique beaucoup parce qu'on a eu un accident de voiture en 1994 où il a perdu l'usage du bras gauche. Et suite à ça, il ne pouvait plus bidouiller, en fait. Son fer à souder, qui était son meilleur ami, qui n'avait jamais quitté sa main droite, il a dû arrêter, quoi. Et effectivement, du coup, la continuité, je pense, naturelle de sa passion pour l'électronique s'est glissée vers l'informatique. Et Internet et Google, il était passionné par ce moteur de recherche et il a inventé plein de jeux, enfin oui, effectivement, c'était... Il a inventé notamment une manière finalement de faire chanter des gens qui ne savent pas forcément chanter, leur faire chanter des grands textes sur des grands airs, des grandes musiques. Là, je veux dire, on touche vraiment à des technologies qu'aujourd'hui... Oui, l'autotune maintenant. Exactement. On commence à utiliser et dont on mesure l'impact. Oui. Et pourtant, pendant toute cette période, parce qu'à ce moment-là, on est dans les années 2000, pendant toute cette période, Roland Moreno est plutôt dans son bureau, au milieu de ses innovations, pas dans la lumière. Non, c'est vrai. Mais pourtant, il travaillait 20 heures sur 24, toujours à réfléchir, à créer, à écouter de la musique, à déposer des brevets. Il a continué jusqu'au bout à déposer des brevets, mais effectivement, moins dans la lumière. Ça a vraiment été la carte à puce qu'il a exposée. Carte à puce. Donc, si on revient à carte à puce, donc en 1998, les brevets tombent dans le domaine public. Oui. Et puis arrive l'affaire Humpish. Ah oui. Alors ça, je m'en souviens très bien. Il dit d'ailleurs qu'il s'est senti offensé quand Serge Humpish, je crois que c'est Serge son prénom, a déclaré que la carte n'était pas inviolable. Et donc il a lancé un défi à 1 million d'euros. Voilà, il a engagé 1 million de francs, c'est vrai. C'était 1990. Ça reste une belle somme. Ouais. C'était en 1999-2000, je crois. Oui. Je crois vraiment que c'était des francs. Ou peut-être un petit peu plus tard. Bon, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, on est au début des années 2000. Et il dit, pour moi, ça a été le jugement de Salomon. En fait, le vrai père de la carte à puce a gagné puisque personne n'a réussi à craquer son défi et à mettre en cause, finalement, la sécurité de sa carte à puce. Et ce défi, il a publié dans SVM, le magazine où je travaillais à l'époque et où vous avez effectué un stage, Marianne. Oui. que des grands souvenirs. Donc, pour lui, c'est peut-être la grande invention de sa vie, pas la seule, ça, très certainement, mais c'est celle qui a le plus compté. Oui. Y compris pour lui. C'était la plus importante. C'est là où c'était la plus utile, quoi. Il a eu toutes sortes d'inventions qui considéraient gratuites, pas utiles, juste vraiment ludiques, artistiques presque. Et puis c'est sûr que la carte à puce était son invention la plus utile. Ouais. Alors, il a continué à travailler dessus, puisqu'il s'intéressait au paiement sans contact, enfin aux transactions, on va dire, sans contact, avec les puces RFID. Donc, on peut dire qu'il est à l'origine de la technologie Calypso sans contact qu'on trouve dans les passes Navigo. Oui. Et aujourd'hui, ça fait l'objet de licences, toujours oui. Qui sont commercialisées par Innovatron. Oui. D'accord. Mais Innovatron, en revanche, ne fait plus partie de la famille Moreno. C'est ça. Il y a eu un rachat entre-temps. OK. Alors, il a quand même eu droit à toute la reconnaissance qu'il méritait. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1992 et a été promu officier en 2009. Un peu plus tôt, d'ailleurs, il avait été lauréat du prix Édouard Rhein, prix Nobel allemand dans la catégorie technologie. Il était sensible aux honneurs ? Je crois qu'il était clivé. C'est-à-dire ? Je crois que ça lui faisait très plaisir, notamment le dictionnaire. Alors là, quand il est rentré dans le Larousse... Alors le Larousse, ça c'était quand ça ? 1995 ? Oui, ça, je pense qu'on ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Après, les prix, les honneurs, oui, à la fois il les prenait et il en était fier et en même temps il les mettait dans ses toilettes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il était clivé. C'était à la fois un honneur et en même temps il n'aimait pas trop s'en valoriser non plus, donc je ne sais pas. Il reçoit aussi la grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès. Bon, Roland Moreno, sa vie se termine très tôt. Trop tôt, le 29 avril 2012, à Paris à l'âge de 66 ans. Donc on l'a dit en ouverture de cette rétrospective. Là, vous organisez une grande vente aux enchères. Alors je dis vous, mais c'est Fauve Paris
Oui. qui est à l'organisation de cette vente aux enchères, donc qui est consacrée à tout son univers. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on va trouver et peut-être d'un ordre de prix? Bien sûr. Il y aura 80 lots qui couvrent un peu 4 univers. Là, je vois qu'il y a je ne sais pas si... Allez-y. Oui, Oui. cet objet en mécano sera en vente et c'est un... Celui-ci, le Oui. grand mécano, ouais. C'est un prototype de distributeur de billets. Il y a... Voilà, il y aura à la fois la sphère de l'inventeur de la carte à puce avec le premier prototype industriel de terminal de paiement, une machine, donc c'est le terminal de paiement mais en prototype qui pèse 50 kilos et avec sa carte prom que d'ailleurs j'ai amené, je crois qu'on a déjà vu aussi pas mal. Je trouve que c'est un magnifique objet en verre époxy avec un circuit imprimé et un circuit intégré. Donc au départ la puce était comme ça en volume. Oui. Du coup le terminal de paiement il a une petite encoche aussi pour recevoir D'accord. la carte en volume. Et d'ailleurs, juste la première carte à puce, elle a été montée sur une bague pour votre maman, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Là, on est à l'étape juste après. Le prototype artisanal, si on peut dire, qui est maintenant à Beaubourg, est effectivement fait. C'est une puce montée sur bague, qui Voilà. est une bague de ma mère et qui est encore fâchée aujourd'hui, qu'il lui est prise sans lui demander l'autorisation. Mais elle, voilà, ça c'est l'étape d'après, c'est l'étape industrielle de la première carte à puce et son terminal de paiement, voilà, qui font partie de la vente. Il y a aussi dans Et l'univers. ça, l'estimation entre 10 000 et 15 000 euros, c'est ça, Oui, c'est ça. aujourd'hui? Ouais. Oui. Et dans l'univers de la carte à puce, il y aura aussi toute sa collection de télécartes, de cartes en général. Il y a aussi l'univers juste de l'inventeur, avec par exemple un synthétiseur qu'il avait créé en 1968. Ses livres, dont celui-ci que l'abécédaire du nouveau cordon bleu, c'est ça? Non, Oui, c'est ça, l'abécédaire du nouveau exactement. cordon bleu, Oui. qui a été fait grâce à son radoteur, qui est son logiciel un peu de IA qui crée des mots. Pré-IA, ouais. Pré-IA. Ou même IA tout court, je ne sais pas. C'est l'idée un peu comme, c'est exactement comme on utilise ChatGPT maintenant. On lui donne des mots et il en crée d'autres. Une IA générative. Donc voilà, l'univers de l'inventeur de la carte à puce, l'univers de l'inventeur en général. Il y aura aussi des correspondances qu'il a, il a adoré. Il était très fier de pouvoir d'être proche de Charlie Hebdo. Donc il y a ses correspondances avec Rezer, Gottlieb, Cavana. Et puis il y a tout son univers de geek avec ses ordinateurs. Là, vous avez un livre que j'ai dévoré. On va le montrer aussi. C'est la théorie du bordel ambiant. Alors là, c'est une nouvelle édition augmentée que vous Oui. allez apporter. Ok. Oui. Et il y a Bon, c'est ça que je conseille la lecture. Alors, Merci. Oui, c'est lui qui avait mis tous les post-it. tous ces post-it, ce sont les siens? Oui. D'accord. J'avais coché une page où il parle de son rapport à l'électronique et je ne sais pas si vous voulez que je le, Oui, bien sûr. que je le lise. Ok. Super. C'est juste quelques On terminera là-dessus. De retour dans ma chambre, sur le coup de 3 heures, je me livrais aussitôt et avec une totale gloutonnerie. Je précise que c'est quand il était à l'Express, il était coursier à D'accord. l'Express. Et donc quand il sortait du travail, voilà, il se livrait aussitôt avec une totale gloutonnerie à cette passion de l'électronique, tous les jours, sans exception, jusqu'à 2 heures du matin ou plus tôt, défrichant par expérimentation systématique ces phénomènes logiques, tous plus excitants les uns que les autres. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'il y a donc l'occasion de découvrir quelques-uns de ces objets incroyables du génie de Roland Moreno entre le 13 et le 23 mai. Cette vente aux enchères le samedi 24 mai qui démarre à 14h. Merci encore, Marianne. Merci à vous, Delphine. On termine cette édition avec Alexis Beuglin. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations Cryptcool. C'est une filiale de aucoffre.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la déclaration d'impôt 2025 avec cette question. Comment on fait pour déclarer ses cryptos? Alors, pour déclarer ces cryptos, c'est relativement simple, mais avec quelques subtilités. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas en fait de choses à déclarer à partir du moment où on a simplement acheté ou qu'on détient des cryptos, tant qu'on n'a pas vendu. D'accord. Avec la simple subtilité que si on a acheté ces cryptos en ouvrant un compte sur une plateforme étrangère, il faut simplement déclarer cette plateforme à l'administration fiscale au travers du formulaire 3916 bis, au risque d'avoir certaines sanctions si on ne le fait pas. Donc il y a des amendes qui sont prévues en cas d'omission, 750 € par compte et 125 € par omission ou inexactitude, avec une majoration possible pour les comptes qui contiennent plus de 50 000 € en équivalent d'actifs.
Ok, donc on va revenir sur les règles déjà pour mettre bien les choses au clair. Donc les plus-values, elles sont exonérées d'impôts jusqu'à combien? Alors, il y a une exonération qui est prévue pour les cessions annuelles de 305 euros. D'accord. Au-delà, tout était imposable. Et à bien noter que c'est une exonération sur le montant des cessions. Donc si on cède 306 euros avec 1 euro de plus-value, en théorie, cet euro est imposable. Ok. Il y a des investisseurs qui sont occasionnels, il y en a d'autres qui sont professionnels. Comment on classe ces catégories? Alors la catégorie, en fait, va vraiment dépendre de la façon dans laquelle on investit. La plus simple et la plus évidente, on va dire, c'est la professionnelle au travers d'une personne morale. Là, c'est la fiscalité des entreprises qui s'applique. Et après, on va avoir la fiscalité du particulier occasionnel et habituel. D'accord. La fiscalité du particulier occasionnel, c'est lorsqu'il fait simplement des opérations dans la bonne gestion de son patrimoine personnel de manière occasionnelle, c'est-à-dire qu'il fait quelques opérations de temps en temps, un arbitrage, et qui va en fait vraiment gérer son patrimoine. L'investisseur à titre habituel, c'est un investisseur qui va rentrer dans une démarche quasi professionnelle de ses investissements et qui va par exemple faire du trading de manière active, qui va utiliser des outils financiers relativement avancés. Et là, il va avoir une fiscalité avec des obligations de tenue de comptabilité et ça va être imposé au BNC. D'accord. Là où, pour l'investisseur occasionnel, ça va être l'imposition sur les cessions à titre onéreux, donc sur les plus-values réalisées à hauteur de 30% sur le montant. Et alors pour ceux qui minent des bitcoins, par exemple? Ça va être une activité quasi professionnelle, donc ça va être imposé au BNC. Les revenus de minage vont être imposés dans cette catégorie dès qu'ils sont reçus. D'accord. Donc vous avez évoqué les sanctions. Alors il y a l'option d'imposition au barème progressif. Oui, tout à fait. C'est une Vous pouvez nouveauté nous détailler ça, oui? qui a quelques années. Et au lieu d'opter pour la flat tax de 30%, les investisseurs peuvent, comme pour les investisseurs en actions, opter pour l'option barème progressif. Donc la plus-value va venir s'intégrer au revenu imposable, c'est-à-dire imposé à l'impôt sur le revenu entre 0 et 45% en fonction de sa tranche d'impôt, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. D'accord, bah dis donc, vous avez tout en tête. Moi, je suis très impressionnée. Il y a un régime spécifique des donations aussi. Oui, tout à fait. En fait, étant donné que ce sont des cessions à titre gratuit, elles ne vont pas être imposées comme des cessions à titre onéreux. C'est-à-dire qu'elles vont entrer dans le régime des droits de mutation à titre gratuit, avec certains abattements spécifiques. Par exemple, dans le cadre familial, un parent peut donner à son enfant jusqu'à 100 000 euros sur une période de 15 ans. Oui, d'accord. Et donc en crypto, pareil. C'est ça, ça rentre même vraiment chose. dans n'importe quel actif, mais attention, c'est cumulatif, c'est pas par catégorie. Donc si on Le donne, sujet, c'est comment on évalue la valeur de la donation. c'est au moment en fait simplement du transfert effectif de propriété. D'accord. On valorise les cryptos avec la cotation actuelle et c'est ça qui fait la valeur de donation. Très bien, merci beaucoup Alexis Beuglin de nous avoir éclairé sur la manière dont on doit déclarer demain nos cryptos aux impôts. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations de Crypcool. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smartech, un Smartech un peu spécial puisqu'on a rendu hommage au génie Roland Moreno avec un grand plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast.